Salam alaikum Azulfillaoun, bonjour. Le moins que nous pouvions faire pour répondre à cette hallucinante façon du régime de fêter le 1er novembre, en mettant sur le devant de la scène nationale une exposition photo du grand Moujahid Abdelaziz Bouteflika aux quatre coins du pays, le moins que nous puissions faire donc était de commémorer du mieux que nous pouvions l'anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne en parlant des gens vrais, des révolutionnaires vrais, des vraies et graves circonstances qui ont précédé le 1er novembre, mais aussi de nous poser des questions, comme celle de savoir pourquoi la révolution n'a pas tenu ses promesses. Aujourd'hui, liberté. Liberté, s'il vous plaît. Bon, nous allons quand même annoncer le titre, même si ça ne paraît pas. Témoignage de Moujahidine, l'amertume des novembristes des Aurès, par R.H. Ensuite, nous aurons Info Soir, archives restituées à l'Algérie, guillemets, ni falsifiées, ni truquées, fermeture des guillemets. Et enfin, Al-Watan, célébration du 60e anniversaire du 1er novembre, l'exceptionnelle sortie protocolaire de Bouteflika. Nous recevons aujourd'hui Sadr Sedlem, historien spécialisé dans le colonialisme en Algérie et dans la guerre de libération algérienne. Sadr Sedlem, merci d'être encore au rendez-vous. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, Sadr Sedlem, on parle toujours du 1er novembre comme si c'était le commencement de l'histoire, comme si rien n'avait existé avant, comme s'il n'était pas l'aboutissement d'un long, très long cheminement de tout un peuple. Et si vous nous faisiez une brève description des circonstances qui ont précédé le 1er novembre et de cet aveuglement de la France coloniale qui n'avait rien vu venir, semble-t-il. Eh bien, les interprétations historiennes, même objectives, restent jusqu'à nos jours marquées par les réactions de la classe politique française dans son ensemble, qui a perçu le 1er novembre comme une sorte de coup de tonnerre dans un ciel serein, parce que la classe politique à l'époque considérait que l'Algérie était un pays d'inquiétude pour une durée indéterminée, et les politiques qui voulaient être confortés dans leur politique de l'autruche, les hommes politiques, se faisaient conseiller par des sociologues de service comme Robert Montagne, qui avait fait une conférence à Rabat quelques mois avant le 1er novembre sur la France en Afrique du Nord, comme il disait à l'époque. Il a commencé par dire sur l'Algérie, je ne serai pas très long, il n'y a pas de problème en Algérie. Nous sommes là pour toujours, et c'est un pays de quiétude. Et donc, cette omniscience et ce grand savant qui mettait tout son savoir au service du colonialisme était très écouté. Et c'est ce qui a fait que la classe politique réagit toujours par l'étonnement. Elle se dit surprise jusqu'à maintenant par les ouvriers qui reviennent de la prière. Ils ont dit que c'est une surprise. Leurs enfants qui sont pratiquants, c'est une surprise. La France coloniale et les vestiges du colonialisme retiennent toujours le mot surprise. Alors que le 1er novembre est une autre raison des insuffisances des explications, c'est que les historiens ne retiennent que le nationalisme moderne qui s'est organisé, qui est devenu explicite à partir de 1924-26, et passe sous silence la résistance passive des Algériens et le fait que les Algériens n'aient jamais renoncé à reprendre le combat. Alors, ça, c'est pas encore pris en compte suffisamment par les historiens positivistes. Donc, le 1er novembre, c'est l'aboutissement d'un processus d'au moins 30 ans. L'idée d'indépendance a été proclamée à partir de 1924 et 26, et c'est la conséquence de la Première Guerre mondiale. Ça a conduit à la création du Congrès musulman algérien, qui, malgré la modération de ses revendications, a fait peur à l'administration coloniale.
Et la Deuxième Guerre mondiale a conduit à la radicalisation du mouvement nationaliste, puisque le mouvement national, c'était les indépendantistes autour de Messali Hadj, c'était les ulama qui préparaient l'indépendance sans le dire, mais par un culturalisme, par un retour à l'arabe classique et la réforme de l'islam, ça faisait aussi peur à la colonisation, et le nationalisme qui voulait une révolution par la loi de Ferhat Abbas, s'est radicalisé au moment de la Deuxième Guerre mondiale, au moment du manifeste rédigé par Ferhat Abbas en 1943, et la création des AML, les Amis du Manifeste et de la Liberté, qui a réussi à regrouper les courants nationalistes de manière beaucoup plus conséquente que le Congrès musulman de 1936. Et c'est la peur créée par les AML de 1943 et la perte de prestige de la France du fait de la défaite de 1940 et du débarquement américain qui a permis aux Algériens de voir qu'il y avait une armée beaucoup plus moderne et plus puissante que la grande armée française. Et l'administration française, sous l'effet de cette perte de prestige, était sur le qui-vive. Elle était dans un état de psychose qui l'a amené à la féroce répression du Constantinois de mai 1945. Et on peut dire que le 1er novembre a été inscrit dans les faits par la férocité de cette répression. Mais les observateurs aussi se sont trompés d'appréciation sur l'année 1947, qui est l'année du statut organique de l'Algérie, qui reconnaissait la citoyenneté dans le statut personnel. On a beaucoup glosé sur cette réforme, mais on a oublié que l'événement le plus important, qui aura beaucoup plus de conséquences, c'est l'ouverture du bureau du Maghreb arabe au Caire la même année, sous l'égide de l'émirat Bekrim. Et le rôle de ce bureau a été négligé, alors qu'il a internationalisé la cause algérienne, qui était restreinte à l'intérieur des frontières. Et 1947, c'est la création de l'OS, la même année que l'ouverture du bureau du Maghreb. Et parce qu'il y avait toujours un courant radical au sein du mouvement nationaliste indépendantiste, et la création de l'OS, c'est la reconnaissance de l'importance de ce mouvement. Mais comme le MTLD a accepté de participer aux élections, les Français croyaient que c'était irréversible, que si on augmentait le nombre de sièges dans les municipalités, les conseils généraux, même les députés, ça allait calmer les nationalistes, alors que ce n'était pas vrai. À partir du démantèlement de l'OS, vous avez des gens qui, à partir de début 52... Mais à partir du démantèlement de l'OS, les RG, les renseignements généraux et la police de l'époque, comment se fait-il que malgré ce démantèlement, il n'ait pas vu venir ce 1er novembre qui était en gestation? Parce que le CRUA a pu maintenir le secret en triant sur le volet ses membres. Alors justement, parlez-nous du CRUA. Expliquez-nous ce qu'est le CRUA et quel a été son rôle dans la révolution. Le révolutionnaire d'unité et d'action qui voulait unifier les courants nationalistes autour d'un objectif, le combat. C'est l'unification par et pour le combat, comme disait le général de Gaulle dans son contexte à lui. Et contrairement à ce qui a été écrit, la création du CRUA n'est pas la conséquence de la scission au sein du MTLD qui a opposé centralistes et messalistes. Ça a commencé d'après Abdelhamid Mahri début 52, donc avant même la crise de 53. Et il préparait la lutte armée parce que c'est un courant qui existait depuis toujours. Oui. Et donc c'est un... oui. 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 Je crois que nous avons un petit souci de communication avec notre ami Sadr Sellem qui a dû s'isoler quelque part pour nous parler librement. Donc nous allons essayer de le rappeler. J'espère qu'il pourra... voilà. Et nous allons en profiter pour vous présenter les journaux qui n'ont pas pu apparaître tout à l'heure. Donc, Liberté. Liberté, on va laisser un moment. Liberté, donc...
Témoignage de Moujahidine, l'amertume des novembristes des Aurès par RH. Ensuite, Info Soir, archives restituées à l'Algérie, ni falsifiées, ni truquées. Et enfin, Al-Watan, célébration du 60e anniversaire du 1er novembre, l'exceptionnelle sortie protocolaire de Bouteflika. Nous revenons à notre ami Sadr Sedlem qui a pu donc s'isoler pour continuer à nous parler. Je vous en prie, Sadr Sedlem, poursuivez. Oui, donc l'aveuglement venait du fait que on croyait que l'augmentation du nombre de postes pour les indigènes musulmans, la participation aux élections, était un processus irréversible qui allait marginaliser le courant radical, mais celui-ci continuait à agir dans le plus grand secret, et ça a abouti à la création donc, du comité des 6. Donc voilà 6 personnes qui, a priori, pour les gens qui ne connaissent pas bien le contexte, peuvent paraître pour des illuminés, voire des fous, et qui décident de fixer la date de la révolution. Et ils auraient pu ne pas être suivis. Oui. Ils auraient pu rester aux opérations du 1er novembre, qui, après tout, n'ont pas fait beaucoup de morts. Ce qui a fait la publicité, c'est la mort de l'instituteur dans les Aurès. Oui. Bon, mais c'était une erreur. Et le commandement de l'ALN dans les Aurès avait distribué une note de service demandant à protéger les enseignants, Oui. qui acceptent de venir instruire dans les régions très reculées. Mais la France a préféré réagir par la guerre. Et c'est pas un général qui a installé la France dans la guerre, c'est François Mitterrand, l'énergique ministre de l'Intérieur de Mendes France, qui a dit « seule négociation en Algérie, c'est la guerre ». Et Mitterrand l'a fait sur la base des rapports qui lui disaient que dans les Aurès, il n'y avait pas plus de 300 fusils, dont la moitié était rouillée. Et lui, du fait du constat objectif et de l'évaluation policière de la force de ce courant, il croyait qu'il pouvait l'écraser très rapidement. Et sur la base de cette éventuelle victoire, sa carrière politique aurait pu connaître une accélération. Donc c'est un cas de mauvaise appréciation. Absolument. À une ambition politique. Ils s'en sont tenus. Plans de carrière. Ils s'en sont tenus au côté, j'allais dire, matériel de l'insurrection, de la révolution, et ils ont négligé la véritable nature de l'insurrection, qui était le terreau, qui était les aspirations populaires, qui était le rejet de cette oppression qui n'en finissait plus. Mais je vous laisse poursuivre. Ils avaient une appréciation selon les critères classiques policiers et de la guerre classique, qui effectivement constatait l'infériorité à la fois numérique et matérielle de l'ALN. Voilà. Mais ce qu'ils ont omis, c'est l'attente du peuple algérien qui ne disait rien du tout, et les silences sont trompeurs, on les a interprétés comme étant l'acceptation du fait accompli colonial. Oui. Mais en fait, les 6 ont devancé les attentes du peuple algérien, et ils ont été suivis parce que le peuple algérien attendait ça. Voilà, tout simplement. Même les gens qui n'avaient pas d'affiliation politique, qui n'avaient aucun antécédent politique, et les gens qui étaient supposés être du côté français, ont pris rapidement position pour la révolution. Par exemple, en septembre 1955, ce qu'on a appelé l'appel des 61, où vous avez des notables qui étaient très francisés, et sur lesquels Jacques Soustel, le gouverneur général, comptait pour créer ce qu'il appelait la troisième force. Oui. Oui. Or, ce sont ces types-là, Benzeloul, Farhat Abbas, les délégués de l'Assemblée algérienne, Fares et beaucoup d'autres, qui ont signé un texte qui déclare que la politique d'intégration de Soustel est dépassée et que l'Algérie a vocation à être une nation indépendante méritant d'avoir un État. Et donc ça a été vraiment Ils ont été au rendez-vous. Mortel à la politique d'intégration. Voilà, ils ont été au rendez-vous. Et puis après, la politique de répression a fait grossir les rangs de l'ALN parce que les Français se sont mis à arrêter des innocents, à les torturer, à les maltraiter. Oui. Ils ont commencé par interdire le MTLD qui n'était pour rien, qui n'était pas au courant de
ce que préparait le CRUA. Oui. Et donc, c'est l'option du tout répressif qui a rendu service à l'ALN. Absolument. Qui a donc Ensuite, on a eu la vague. Bon, vous avez des étudiants qui sont venus d'Orient dès le début, oui. parmi lesquels un certain Bouharouba alias Boumedienne, Oui. Des gens qui étaient étudiants et qui acceptent de rejoindre l'ALN. Ils étaient très nombreux. Ensuite, vous avez la grève de 56 qui a amené des milliers un nombre très important d'étudiants, d'élèves à quitter les bancs de l'école pour fournir un encadrement de qualité à l'ALN. Et là, c'est devenu irréversible. L'ALN, avec cet encadrement de qualité et des armes insuffisantes, a mis en échec la grande armée du général Loriot. C'est pour ça qu'il a été changé en décembre 56. Le changement de commandement correspond à chaque fois à l'échec de la politique suivie par le commandant en chef. Alors, Sadr Sidlam, Salan qui a mis en avant le renseignement et l'infiltration. Oui. Parce qu'il a constaté que le quadrillage ne suffisait pas. Et le quadrillage statique, par rapport à la grande mobilité des katibas de l'ALN, était insuffisant. Sadr Sidlam, dans vos diverses publications, vous parlez souvent de révisionnisme, d'insuffisance des études historiques. Révisionnisme est un mot assez inusité pour ce qui est de la révolution algérienne. Expliquez-nous un peu ce que vous entendez par là. L'insuffisance des études, elle est notoire chez vous, la plupart, même chez des gens respectables. Quand vous avez des gens qui sont anticolonialistes, mais qui nient l'existence d'un État algérien. Avant 1830, ça c'est parce qu'on a décidé de ne pas étudier l'Algérie ottomane. Oui. Alors que l'Algérie, la régence d'Alger était indépendante du califat d'Istanbul. Oui. Mais Sadr Sidlam avait désobéi au sultan quand il lui a demandé de présenter les excuses après l'affaire de l'éventail. Oui, mais Sadr Sidlam qui a signé des dizaines, des centaines de traités avec les grandes puissances européennes. Sadr Sidlam, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que nous pouvons considérer que l'État algérien existait avant 1830, sachant que ce n'était pas dans les frontières qui sont venues après? Les frontières ont été fixées après les guerres avec Moulay Ismail. Jusqu'à la vallée du Chélif, et les troupes algériennes l'ont refoulé jusqu'au-delà d'Oujda, et il a signé le traité. Non, mais je parle des frontières sud. Des frontières sud. Les frontières sud n'étaient pas à l'ordre du jour à l'époque. Oui, mais les frontières est et ouest étaient fixées dès cette époque-là. Vous aviez des postes de douane, etc. C'était pas un État jacobin. Et les Français ont tendance à nier l'existence d'un État à partir du moment où il n'est pas jacobin. Oui, il y avait des beyliks un peu partout, mais moi ce que je voulais dire, c'est que dans ces frontières sud, les frontières, effectivement, n'étaient pas celles... le sud n'intéressait personne à l'époque parce qu'il n'y avait pas de pétrole. Il n'y avait pas de pétrole, en effet. Il y avait les caravanes, là, vous avez l'échange du sel contre le blé, etc. Tous les États du Nord régulaient cet échange, mais ça n'était pas un problème. Alors, on faisait confiance aux confréries, les tribus marzaines, etc. C'est un État qui n'était pas calqué sur les États jacobins modernes, mais c'était quand même un État. Exactement. Et l'État créé par l'émir Abdelkader est un État régional moderne qui était indépendant de la sublime porte, contrairement à celui de l'Hadj Ahmed Bey. Absolument. Donc, vous avez trois types d'États. Oui. Celui du Dey, celui de l'Hadj Ahmed Bey et celui de l'émir Abdelkader. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ces historiens pour qu'ils acceptent d'être un peu plus objectifs? Celui du Bey qui était un peu tout l'Est algérien, toute la région de Constantine, nord, sud, est, ouest de Constantine. Le Hajj Ahmed Bey a résisté jusqu'en 1848, donc un an après l'émir Abdelkader. Et quand il a dû quitter Constantine après 1837, il a été chez plusieurs grandes tribus qui l'ont accueilli, qui ont combattu avec lui. Les plus importantes, c'est celle des Ouled Barraj et celle de Touaba, dans les horaires. Touaba, exactement. Et c'est la tribu de Benmehdi. Et Touaba, c'est celle de Boulay. Donc c'est par la mémoire familiale que ces deux grands chefs se sont engagés dans le nationalisme, parce que les faits d'armes de la résistance étaient comptés par les grands-mères et tout le monde pour ces adolescents. Oui. Donc vous avez la mémoire collective qui
amené les Algériens à refuser le fait accompli colonial. Il faut rappeler que Bey Ahmed n'était pas turc, mais Kourli. Ça veut dire dans la mer, les oncles maternels étaient des Algériens de souche. Hadj Ahmed disait ma religion c'est l'islam, ma langue c'est l'arabe, et ma patrie c'est l'Algérie. C'est exactement la formule reprise par le chef Bombadis. Exactement, exactement. Alors, Sadr Sedlem, comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, vous avez déjà formidablement bien meublé le peu de temps qui vous a été attribué. Est-ce que vous pouvez nous dire si novembre a tenu ses promesses? Et si non, ce qui semble être le cas, pourquoi? Si on relit la proclamation du 1er novembre, qui est très brève, elle s'est fixé un objectif très clair. C'est la restauration d'un État algérien souverain, démocratique et social. La République démocratique et sociale. De l'islam. Oui. Nous avons un État souverain, conquis de haute lutte, là, au prix de tous les sacrifices qu'on connaît. On a un drapeau, on a tous les attributs apparents de la souveraineté. Mais en matière de démocratie, nous avons le pluralisme officiellement proclamé, mais il a besoin d'être conforté. On a besoin de... C'est un pluralisme de façade. Plus définitif dans la démocratie. C'est un pluralisme de façade. La justice sociale, elle est battue en brèche par le libéralisme économique de ces dernières années, le monétarisme. Nous avons besoin de rétablir, d'être beaucoup plus fidèles aux idéaux de justice sociale qui étaient vraiment au centre de l'engagement des Algériens. Vous savez, même la forme de la Soumam qui s'est laïcisée par rapport au 1er novembre, mais qui insiste beaucoup sur la justice sociale. Donc les idéaux du 1er novembre, on doit encore s'en inspirer pour aller plus en avant. Oui. Et ces objectifs très, très brièvement exprimés ne sont pas, jusqu'à aujourd'hui, totalement atteints. Mais il semble que dès après l'indépendance, après l'été 62, ceux qui ont pris le pouvoir, il semble qu'ils aient opté pour une attitude assez chafouine et assez sordide, parce que ils ont procédé de deux manières. Ceux qui ont marché avec eux, ils les ont corrompus. Nous savons aujourd'hui qu'il y a d'authentiques révolutionnaires, d'authentiques chefs de la révolution, d'authentiques colonels, chefs de wilaya, qui ont été achetés en vil argent par ce régime, en privilèges de toutes sortes. Et de l'autre côté, ceux qui n'ont pas voulu marcher, qui ont été soit assassinés par ce régime, soit persécutés, soit poussés à l'exil, soit jetés en prison. Non, le débat pour faire le bilan des 5 décennies d'indépendance, il faut beaucoup plus de temps. Et là, on célèbre le 1er novembre. Le 1er novembre, c'était l'engagement au nom d'idéaux très élevés. Et ce pas des idéaux abstraits. Ils ont commencé par être appliqués par l'ALN jusqu'en 1958. Oui. Parce que j'ai sous les yeux une note de Karim Belkacem, dès le début, en 1955. Il a envoyé à tous les cadres de la Wilaya 3 pour dire la lutte armée n'est pas une fin en soi, vous devez être de bons militaires, mais chaque responsable doit apprendre l'économie, apprendre à gérer et se préparer à édifier un État moderne dans la justice sociale. En 1958, hein 55. 55. Oui. C'est avant d'aller à la Souma. Oui. Mais ça a été appliqué par l'ALN. L'ALN a institué l'élection à main levée des assemblées du peuple, le comité des 5, où il y avait des responsables de l'éducation, de l'état civil, de la justice, des finances. L'ALN avait un système scolaire, avec des écoles de l'ALN, avec des Djoundi enseignants, et elle avait même une réforme agraire. Vous avez les maigres finances de l'ALN servaient à accorder des prêts à des paysans qui partageaient les récoltes avec l'ALN. Vous m'en direz tant, c'est incroyable. Alors après, l'idéal s'est éclipsé au profit de la lutte pour le pouvoir. Oui. Et tous les drames que vous avez évoqués et quelques autres sont la conséquence de ce glissement où l'engagement pour l'idéal n'était plus prioritaire, c'est la lutte des places. Et la lutte pour le pouvoir qui l'a emporté. Et à ce moment-là, il faut faire appel à la sociologie d'Ibn Khaldoun.
s'il y a cette taralloum, quand il n'y a pas de critères éthiques pour maîtriser cette volonté de puissance et la lutte pour le pouvoir, elle conduit à une sorte d'animalité, et l'animalité, c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Absolument. Alors, ça suppose un autre débat, mais là, on est dans la célébration. On y reviendra, Inch'Allah, dans un autre débat, mais j'aimerais que vous nous disiez en moins de 2 minutes, parce que nous arrivons en fin d'émission, est-ce que vous, en tant qu'historien, vous pouvez avoir accès à toutes les archives concernant l'Algérie, concernant la guerre de libération? Tout, non, mais c'est le système des dérogations qui sont examinées et accordées généralement, mais on a suffisamment de pièces pour décréter l'obsolescence des lieux communs dont se contentent les tenants de l'historiquement correct sur l'Algérie. Mais pourquoi certaines restent frappées du secret d'État ou interdites à la consultation? Non, c'est très accessible, il suffit de travailler. Toutes les archives sont accessibles? Qui sont pas, par exemple, la mort de Si Mohamed, les anciens de la Oulaka cherchent à savoir où il est enterré. Les rapports mensuels sont accessibles sans dérogation. Quand vous arrivez à mai 55, il manque. On les a retirés à l'époque. Mais si on insiste, on peut demander à les retrouver parce que le secret n'a plus la même valeur qu'à ce moment-là. Vous êtes en train de nous dire... Reste, on a suffisamment de pièces pour écrire une histoire non, mais Sadr Sedlem, ma question... Moins de préjugés coloniaux. Les préjugés coloniaux, l'intoxication du 5e bureau persiste. On les trouve même chez les historiens les plus objectifs 50 ans après. Non, mais Sadr Sedlem, ma question est claire et j'aimerais que vous y répondiez. Est-ce que toutes les archives sont accessibles? Non. Aucun pays ne rend accessible toutes les archives, mais on peut obtenir, disons, 80% des dérogations qu'on demande. Et à votre avis, pourquoi celles qui sont interdites aux historiens, aux universitaires, ne sont pas accessibles? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche? Vous avez des prudences, là, des gens qui veulent pas qu'il y ait des controverses, des mises en cause de personnes, mais ce n'est pas un obstacle pour écrire correctement l'histoire de cet épisode-là. On a la chance d'avoir des témoignages comme ceux d'Abdelhamid Mahri, par exemple, qui dit que le Cruya, c'est depuis le début 52, ça n'a rien à voir avec la crise de MTNB. Alors que tous les autres historiens se sont dit, voilà, des jeunes qui voulaient créer une troisième force parce qu'ils étaient excédés par le sous-conflit, c'est pas vrai. Et Mahri, ça c'est la responsabilité de tous les journalistes et des chercheurs algériens qui n'ont pas eu l'idée d'aller s'entretenir avec lui pour écrire un livre entretien avec lui. Il avait des secrets, des choses qui permettent de corriger toutes les erreurs et d'aller au-delà des lieux communs de l'historiquement correct. Et il y a Safi Boudissa, il y a tous les anciens. En Algérie, vous avez la difficulté du contact entre historique et historien. Sur ces paroles, en espérant que ce contact aura lieu avant que ne disparaissent ces précieux témoins de l'histoire, de notre histoire, je vous remercie, Monsieur Sadr Sedlem, d'être toujours aussi disponible pour Al-Magharibiya. Merci de nous avoir expliqué. J'espère vous revoir bientôt. J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir bientôt. Salam alaikum. Azul. Qawal khair.